Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Dernier meeting et ultime discours avant le premier tour de la présidentielle ce dimanche. François Hollande à Bordeaux exhorte à la mobilisation dans le Val-de-Marne. Nicolas Sarkozy lance un appel aux électeurs tentés par le Front National. Dans Lyon, Marine Le Pen affiche sa confiance à la porte de Versailles. Jean-Luc Mélenchon rêve haut et fort de second tour. Mais tous les 10 candidats jettent leur dernière force dans la bataille. C'est le cas de notre invité politique qui poursuit sa lutte finale, Nathalie Arthaud, dans un instant. Et puis comme chaque soir, notre série Route de campagne, nos journalistes Marie Brémaux et Fabrice Cunet sont allés à la rencontre des militants du Front de gauche, du Front National, de l'UMP et du PS, entre autres, dans la ville de Nancy. Alors quel est le moral des troupes et comment mènent-ils campagne pour leurs candidats? Reportage à suivre dans ce journal. Et puis revoici les rumeurs de dégradation. 3 mois après que Standard & Poor's a retiré la France à la France son AAA, une nouvelle rumeur d'abaissement de la note secoue les marchés. Alors, est-ce du pur fantasme à 2 jours du premier tour ou doit-on craindre de sombres perspectives? Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Très en verve, comme toujours, Jean-Luc Mélenchon, en meeting ce soir à la porte de Versailles, continue de bousculer la campagne. Crédité entre 13 et 16% des intentions de vote, le candidat du Front de gauche rêve haut et fort de second tour, mais cherche surtout à devancer Marine Le Pen au soir du premier tour. Et les détails et l'ambiance sur place avec Sophie Normand. Le message est fantaisiste, mais clair, pas question de voter utile dimanche. À 3 jours du premier tour de la présidentielle, les militants du Front de gauche restent mobilisés et croient en leur candidat. Un seul objectif pour eux, battre Marine Le Pen et la mettre à la marge de la société dans laquelle elle doit être, avec ses idées de haine et de repli sur soi et de rejet de l'autre. Dépasser Marine Le Pen que les sondeurs placent de peu devant Jean-Luc Mélenchon pour en faire le 3e homme de la situation. Certains se prennent à espérer encore plus. J'ai un rêve, c'est que ça soit Hollande et Mélenchon au 2e tour. Voilà, comme ça, le choix sera beaucoup plus simple pour certains hésitants. La déception serait grande chez les militants du Front de gauche si leur candidat arrivait derrière la présidente du Front National dimanche, mais n'enlèverait rien au chemin parcouru pendant cette campagne présidentielle. De toute façon, ce que nous avons réussi à construire depuis maintenant des mois, c'est quelque chose d'énorme et rien ne s'effacera. Et j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, le Front de gauche s'est imposé comme un acteur incontournable de la vie politique française. Tout ça, c'est un acquis qui continuera à grandir à l'occasion des élections législatives et encore après. Selon les derniers sondages, le président du Front de gauche est crédité de 13 à 15% des intentions de vote. À Bordeaux, à présent, François Hollande met en avant sa cohérence. Après plus d'1 an de campagne et à 3 jours du premier tour, le candidat socialiste affirme avoir tout dit de son programme, tout dit de sa feuille de route. Dans la dernière ligne droite, il appelle à la mobilisation et au rassemblement le plus large. On l'écoute. Je peux vous assurer ici que jamais, sans doute jamais, depuis plusieurs décennies, sans doute depuis 1981, il n'y a jamais eu ce rassemblement aussi fort qu'aujourd'hui. Rassemblement de tous ceux qui avaient été candidats aux primaires, rassemblement des socialistes, rassemblement de la gauche, puisque des forces nous ont rejoints, rassemblement des citoyens, rassemblement des hautes personnalités de notre parti, des anciens premiers ministres, Laurent Fabius, Pierre Mauroy, pour lequel j'ai une pensée, Lionel Jospin. Oui, tous ont voulu, avec la première secrétaire, avec les candidats aux primaires, oui, tous ont voulu la victoire. Et cet esprit d'unité et notre force sera également indispensable si nous franchissons les épreuves du suffrage universel pour réussir la transformation de notre pays. Lui se dit déterminé malgré les mauvais sondages. Dans une interview à paraître demain dans le Figaro, Nicolas Sarkozy promet des surprises au soir du premier tour. Le président candidat en meeting dans le Val-de-Marne tout à l'heure presse les électeurs tentés par le Front National de ne pas faire le jeu des socialistes. Joachim Rob.
Mobiliser les troupes contre les doutes et les mauvais sondages. À 3 jours du premier tour, Nicolas Sarkozy poursuit son offensive contre la gauche caviar et les médias trop critiques. Oubliez les appels du pied au centre, le président candidat soigne son aile droite. L'immigration, oui. Mais je veux dire que l'immigration peut aussi être un problème. Nous voulons conserver nos valeurs, notre identité et notre mode de vie. Et nous voulons décider par nous-mêmes de qui peut rentrer sur notre territoire et de qui ne doit pas rentrer sur le territoire de la République. Obligation de parler français avant de pouvoir s'installer dans l'Hexagone, division par 2 du nombre d'immigrés. Nicolas Sarkozy cherche encore à séduire l'électorat frontiste. Car selon lui, voter Le Pen, c'est voter Hollande. Il a parlé d'immigration parce que c'est une réalité. Il n'y a que le candidat socialiste et M. Mélenchon qui disent on est tous frères. Avant le dernier meeting, demain à Nice, les militants se prennent à rêver. On va faire 3 mandats encore. Et merci Nicolas. Et puis cette question dans l'actualité, que faut-il penser des possibles fuites des résultats dimanche avant 20h? Eh bien les avis des candidats divergent. Interrogé ce matin sur Europe 1, Nicolas Sarkozy fait savoir qu'il ne serait pas choqué par la diffusion de premières estimations avant l'horaire réglementaire. Une position que dénoncent ce soir les socialistes qui rappellent le nécessaire respect de la loi. En tous les cas, le procureur de la République s'est fait menaçant dans un communiqué en rappelant les risques encourus, à savoir une amende de près de 75 000 €. Dans l'actualité également, elles ont défrayé la chronique. Pendant la crise financière, et leur ombre pèse toujours sur celle des dettes souveraines. Les agences de notation exercent plus que jamais un rôle de premier plan de par leur influence sur le choix des investisseurs du monde entier. Une mission d'information sénatoriale va leur consacrer un rapport d'ici quelques mois. Notre journaliste Thomas Raguet a pu suivre leurs travaux durant un déplacement à Londres. Regardez. Ils sont venus pour comprendre et sonder la position britannique. Au pays de la dérégulation, la crise a-t-elle changé la donne? Direction le Trésor, l'équivalent du ministère des Finances. La caméra sera poliment invitée à se retirer, le journaliste, lui, autorisé à écouter. 45 minutes plus tard, le bilan est assez clair. Le rôle des agences doit seulement être minimisé. Pas question d'intervenir dans leur fonctionnement. Je pense que nous avons des pulsions qui nous conduisent à réglementer plus qu'eux qui considèrent que le marché est quelque chose d'essentiel et de décisif. Un peu plus tard, à la Chambre des Lords, le discours n'est guère différent. Les points de vue convergent sur tout, sauf sur l'essentiel. C'est presque convergent, mais pas exactement. Peut-être nous avons une vue britannique. C'est le marché qui décide des choses comme financières souvent. L'argument est connu. Quand les sénateurs parlent responsabilisation des agences, les Britanniques répondent autorégulation. Bref, outre-Manche, l'heure est au statu quo. Ils expriment un très grand scepticisme vis-à-vis de toutes les réflexions actuelles qui ont lieu au sein de l'Europe, je parle de l'Europe continentale bien sûr, sur des mécanismes qui permettraient de mieux contrôler cette activité. Malgré le temps maussade, les sénateurs semblent toutefois avoir aperçu un rayon de soleil. Ils ont une préoccupation quant à l'attitude du système bancaire et probablement à la nécessité de différencier les banques de dépôt et les banques d'investissement. Cap ensuite sur Canary Wharf, la nouvelle Mecque de la finance londonienne après la City. Un quartier retranché, contrôlé par les grands groupes qui s'y trouvent. Ici, pas d'image sans autorisation même de l'extérieur. Les sénateurs sont reçus à huis clos chez Fitch et surtout Moody's, la grande agence dont François Hollande annonçait tout récemment qu'elle s'apprêtait à dégrader la note souveraine de la France. Une perspective qui, bien que démentie par l'agence, n'est pas à écarter pour la présidente de la mission. Moi, je ne suis pas spécialement rassurée, mais bon, on verra comment les choses évoluent. Chez Fitch, c'est plus positif, puisque eux nous ont laissé penser qu'il n'y aurait pas de changement avant 2013 a priori. Donc sur ça, on a une sécurité. Voilà, donc il faut voir venir. C'est clair qu'en Angleterre, c'est le statu quo. Ils ne bougeront pas, ils ne changeront rien. Pour le moment, ils trouvent même qu'on a fait beaucoup. Il y a eu 2 règlements en très peu de temps et que donc il faut digérer tout ça, quoi. Ils sont plutôt sur cette ligne-là. Donc maintenant, il faut aller voir à Bruxelles où je crois que l'ambiance n'est pas la même. Bruxelles, prochaine étape de la mission. Après Washington, New York et Londres et de nombreuses rencontres avec les agences, les sénateurs ont prévu de rendre leur rapport avant l'été.
Et nos invités ce soir, invitée politique du 22h, elle est candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombault est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Sonia. Jean-Louis, les rumeurs de dégradation de la note française sont de retour. Les marchés, dit-on, sont fébriles. Est-ce que c'est du pur fantasme à 2 jours de la présidentielle, du premier tour, ou est-ce qu'on peut craindre, on doit craindre de sombres perspectives? C'est de la rumeur. C'est difficile d'ailleurs de savoir d'où ces choses-là viennent. On reprend un peu le fil de la journée. Ce matin, ça commence très bien à la Bourse de Paris, elle monte. La France place 10 milliards d'euros d'emprunts à des très bons taux d'intérêt. L'Espagne place 2,5 milliards d'emprunts également à des taux d'intérêt qui n'atteignent même plus les 6% comme il y avait, c'était la semaine dernière. Donc tout allait bien. Et puis en début d'après-midi, il y a cette rumeur. On ne sait pas du tout d'où ces choses-là viennent. Personne ne saurait dire. Je crois que même si on faisait une enquête approfondie, on ne pourrait pas le savoir. Et brusquement, la bourse se remet à plonger. Les taux d'intérêt français, notamment espagnols aussi, mais ça nous intéresse moins, se remettent également à monter. Paris perd 2,05%. Les banques françaises perdent entre 4 et 5%. Le crédit agricole d'ailleurs est à son plus bas historique. Donc est-ce qu'il s'agit d'un fantasme? Certaines, sans doute pas. Mais c'est-à-dire ils ont le doigt sur la gâchette, quoi, et réagissent à n'importe quelle rumeur, fondée ou infondée du reste. Que pense Nathalie Arthaud de l'inquiétude, avérée ou pas, des marchés? Eh bien, déjà qu'effectivement, qu'il y ait ce genre de réaction sur la base de rumeurs, c'est vraiment le reflet qu'on est dans une économie de fous. Voilà. On est dans une économie de fous où la spéculation bat son plein, où en réalité, voilà, l'économie se joue à la roulette russe. Et tout ça, le problème, c'est qu'on va nous demander de le payer demain, parce qu'effectivement, quand les intérêts montent, il faut payer aux banques de plus en plus cher. C'est déjà 50 milliards quand même chaque année qu'on paye aux banques. Donc voilà, je crois que c'est révélateur d'abord du fait que la réalité, c'est que la crise financière, elle n'est sûrement pas jugulée et que la situation s'aggrave. Mais pourquoi donc il n'y a pas de raison de vous inquiéter puisque François Hollande a déclaré la guerre à la finance? Vous lui faites confiance? Écoutez, vous savez, moi j'ai toujours dit que Sarkozy était responsable de bien des choses, mais quand même pas de la catastrophe économique et de la crise du capitalisme. Et je pense que demain au gouvernement, Hollande, il la subira aussi, cette crise. C'est d'abord les Français qui vont la subir, avec lui. Et les classes populaires, et y compris avec lui au gouvernement, parce que justement tous ceux qui dirigent, ils ont... Voilà, un seul souci, c'est effectivement de sauver ceux qui dirigent l'économie, les banques, les grands groupes industriels. Et on voit que, vous savez, tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur, dans le monde, ont mis sur la table effectivement ce que les banquiers et les grands groupes industriels demandaient, des centaines de milliards. Et à chaque fois, ils ont demandé effectivement aux travailleurs, à la population de payer. Je crois que ça continuera, y compris avec l'arrivée au pouvoir de Hollande, si c'est lui qui est élu. Dans votre discours ce soir et dans vos discours de manière générale, vous n'épargnez pas François Hollande. Est-ce que vous diriez, comme le dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, que vous avez quand même un point commun avec François Hollande? C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est de vouloir faire partir Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est le seul point commun que vous avez avec lui? Moi, c'est bien sûr un rejet de Sarkozy, mais il faut aller au-delà, parce que c'est pas en rejetant Sarkozy qu'on rejette forcément la politique de rigueur, la politique, c'est-à-dire menée par Sarkozy. Et je crois qu'il faut aller jusqu'à contester, y compris rejeter cette économie justement qui est injuste, qui est complètement inégalitaire et qui est stupide. Voilà. Et il faut donc aller évidemment beaucoup plus loin. Moi, je le dis, depuis le début de cette campagne, l'enjeu, c'est pas tellement celui qui va finir vainqueur de cette élection, c'est justement ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est cette dette qui gonfle et qu'on va nous dire qu'il faut forcément payer, qu'il faut faire des sacrifices. Et moi, je dis non. Ce sont ceux qui dirigent cette économie, ceux qui en tirent profit, qui en ont tiré profit et qui continuent d'en tirer profit aujourd'hui, d'assumer les ratés de cette économie, d'assurer effectivement les dégâts de cette économie, mais sûrement pas les travailleurs. Et ça, pour que ce ne soit pas les travailleurs qui payent, il va falloir se battre, il va falloir renouer avec des luttes. Voilà. On va parler de ces luttes, mais Jean-Louis, l'ennemi, c'est la dette, ça paraît normal, les moyens de la combattre? Alors, c'est plus large. Oui, c'est ça. Ça ne paraît pas. C'est pas aussi évident qu'il soit. Alors aujourd'hui, effectivement, si la rumeur avait été dire l'Allemagne va perdre son triple A, rien ne se serait passé. Le fait qu'on dise la France risque de perdre avec une autre agence au triple A, parce qu'elle a déjà perdu avec Standard & Poor's, on commence à se poser des questions. Il y a beau avoir un certain nombre de démentis du gouvernement français, démentis de Moody's, démentis de tout le monde.
la rumeur apparaît quelque part un peu fondée. Je vous rappelle qu'en janvier, donc Standard & Poor's a dégradé la France. Le 14 février, Moody's a dit on met la France sous surveillance. Alors généralement, ce qui se passe, c'est qu'il faut 3 mois entre le moment où l'agence dit je la mets sous surveillance, c'est-à-dire je la surveille pendant 3 mois, et 3 mois plus tard, je rends mon verdict final. 3 mois plus tard, c'est le 12 mai, c'est ce qu'a signalé François Hollande. Mais là, je dirais le timing classique de l'agence se tamponne littéralement avec la campagne présidentielle. Et dans ces conditions, on imagine mal, et même on n'imagine pas du tout, que Moody's se risque à dégrader la France au lendemain de l'arrivée de François Hollande ou du retour de Nicolas Sarkozy. Ça paraît totalement impossible de se risquer à ce qui apparaîtrait comme une provocation. D'autant plus que le 12 mai, tout repart, pas à zéro, bien entendu, comme vient de nous dire Madame Arthaud, mais les cartes risquent fort d'être redistribuées et l'agence voudra regarder le dessous des cartes. Nathalie Arthaud, qu'est-ce qu'il y a dans votre programme concernant ces agences de notation? Est-ce que vous dites que vous allez leur faire la peau? Moi, je pense que c'est pas seulement les agences de notation. Hein, les agences de notation, vous savez, c'est les... Vous allez nous dire. Elles disent qu'elles sont le thermomètre. C'est un peu l'horoscope surtout, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que justement, tous ces financiers, ça s'accroche à cet horoscope, voilà. Non, moi, ce que je pense, c'est que il faudrait effectivement reprendre le contrôle de ces banques et faire qu'elles servent enfin au fonctionnement de à l'économie, qu'elles répondent aux besoins de la population. Donc moi, je suis pour exproprier, voilà, les banques et faire qu'on fusionne toutes ces banques en un seul établissement de crédit et qu'on les mette enfin sous le contrôle des employés de banque, des usagers de banque, de tous ceux qui n'arrivent pas à avoir un crédit quand ils en ont besoin pour acheter leur maison ou parce qu'ils ont un travail précaire ou parce que parfois ils sont malades ou parce que c'est des petits commerçants et artisans qui ont des chiffres d'affaires en dents de scie. Voilà, c'est mettre les banques sous le contrôle de ces usagers et des travailleurs. C'est la seule façon de combattre véritablement la spéculation et de remettre, de faire en sorte que les banques fassent ce pourquoi elles sont là. Avant l'aspect politique, Jean-Louis, peut-être encore sur l'économie? Oui, alors justement, est-ce que vous avez l'impression, depuis que vous avez ouvert cette campagne, que vos idées ont avancé? Est-ce que vous avez marqué des points pendant cette période? Je pense que... Elle va vous dire oui, Jean-Louis. Oui, je pense qu'on a semé des graines. Oui, pourtant, ça ne se voit pas dans les sondages, on ne voit pas mais vous savez... Mai 68 ne s'est pas non plus annoncé dans les sondages. Hein, et aucune révolution, aucune révolte sociale ne s'est annoncée dans les sondages. Parce qu'alors que l'on parle ensemble du premier tour et du second tour, vous parlez déjà du troisième tour social. En appelant à la révolte, vous voulez la tête de qui? Je n'appelle pas, mais dans une interview. Je n'ai pas besoin, moi, d'appeler à la révolte. Vous savez, c'est cette politique patronale, c'est cette économie qui... Non, absolument pas. Moi, je la souhaite. Qu'on se comprenne bien. Moi, je la souhaite, cette révolte. Je pense qu'elle a que trop tardé, que la colère, le sentiment d'injustice, il faut qu'il éclate. Et qu'il éclate, évidemment, avec des objectifs. Qu'on aille arracher, justement, l'interdiction des licenciements. Qu'on aille arracher ce droit de contrôler ce qui se passe dans les entreprises, l'argent qu'il y a dans les entreprises. Donc moi, je suis pour cette révolte. Mais ce que je dis, c'est que cette révolte, c'est le patronat, c'est ces grands groupes qui n'en ont jamais assez, qui en veulent toujours plus et qui aggravent l'exploitation, qui servent leurs actionnaires, qui servent leurs propriétaires et qui écrasent les travailleurs. C'est eux qui vont mettre les travailleurs dans la rue, des millions de femmes et d'hommes dans la rue. Vous avez attendu qu'un gouvernement de gauche peut-être arrive au pouvoir pour appeler à la révolte? Sûrement pas, vous savez. Vous risquez d'être entendu quand un gouvernement de gauche arrive au pouvoir. Surtout, vous savez, moi j'étais de toutes les manifestations, de toutes les grèves, y compris évidemment sur cette contre-réforme sur les retraites, où Nicolas Sarkozy nous a quand même volé 2 ans de retraite. Ce n'était pas des révoltes. Donc je pense que, oui, mais justement, y compris à ce moment-là, il aurait fallu mettre plus de force mais pourquoi ça ne s'est pas transformé? Alors, ça ne s'est pas encore fait. Moi, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je pense, c'est qu'on n'y coupera pas, et c'est bien cela qu'il faudrait changer. C'est-à-dire que vous anticipez la déception, la désillusion peut-être engendrée par la gauche? Mais pas tellement d'ailleurs, vous savez, engendrée par le gouvernement, mais c'est la situation réelle, vécue par des millions de femmes et d'hommes. On voit quand même que le chômage s'aggrave, pas une famille n'est épargnée aujourd'hui. On voit que quand on tombe au chômage, c'est une condamnation à la misère, parce que, y compris quand on a 50 ans, on sait qu'on n'arrivera pas à retrouver un vrai boulot payé correctement. Donc c'est ça la situation, et c'est une situation qui est une véritable catastrophe sociale qui ne peut qu'à un moment donné, effectivement, engendrer une révolte sociale. Vous dites ce constat, les téléspectateurs l'entendent, mais rassurez-nous, nous ne sommes pas la Grèce. Nous n'avons pas la situation de la Grèce. Pas encore.
Pas encore. Les pensions des retraites sont diminuées, les salaires des fonctionnaires sont gelés, les souffrances imposées aux Grecs sont importantes. Nous ne sommes pas dans cette situation aujourd'hui, même après 5 ans de Nicolas Sarkozy. Pas encore, mais vous savez, les choses s'aggravent et ça s'aggrave très vite. Et ce qu'on voit, c'est effectivement aussi une décomposition des services publics. Alors certes, qui a été plus progressif, mais vous savez, rien ne nous garantit que demain, ça ne s'accélère pas. Vous ne l'espérez pas? Bien sûr que non, je l'espère pas. Mais en même temps, je sais pertinemment que dans tous les grands groupes de l'automobile, dans tous les grands groupes bancaires, dans tous les grands groupes sidérurgiques ou de la chimie, il y a des plans sociaux qui sont déjà tout prêts et qui ne demandent effectivement que la fin des élections pour être appliqués. Donc la réalité, c'est que ce qu'on vit depuis plus de 3 ans, maintenant depuis près de 4 ans, ça va continuer. Et à un moment donné, il va falloir dire stop. Si on veut sauver justement nos conditions d'existence, nos salaires, nos emplois, nos retraites, les services publics aussi, il va falloir dire stop. Et dire stop, ça veut dire être des millions dans la rue. Vous entendez, Jean-Louis, la révolte en grève et en gronde, manifestation. Elle gronde, la révolte. Elle gronde, oui. Et le problème, c'est par exemple qu'on ne la voit pas en Grèce. C'est-à-dire que les gens ont beau subir ce que vient de nous décrire Sonia, ce soulèvement que vous appelez apparemment de vos voeux, il ne vient pas malgré cette crise. Eh ben oui, moi je suis convaincue, vous savez, mais ça c'est toutes les sociétés d'exploitation, elles règnent pendant un certain nombre d'années et puis il y a un moment où ça explose, où une goutte d'eau fait déborder le vase. Eh bien nous pensons que ça c'est ce qui va se passer, oui, mais c'est pas seulement la révolte justement, il faut aussi que quand les travailleurs se disent bon ça suffit, il y en a marre de subir, qu'ils aient une politique. Et moi c'est bien cette politique-là que je défends. Si on se retrouve des millions dans la rue à dire on arrête là, eh bien il faut absolument revendiquer cette interdiction des licenciements. Il faut revendiquer cette indexation des salaires et des pensions de retraite. Où il y aura peut-être un nouveau président de la République, peut-être de la même couleur que vous quand même. Pas très éloigné, c'est la gauche. Non, il y a un monde entre nous. Un monde. Oui, parce que nous contestons cette organisation capitaliste de la société. Moi, je suis communiste révolutionnaire, donc il y a un monde entre moi et François Hollande. Ben justement, François Hollande, parlons-en. Une information ce soir de la part du candidat socialiste Jean-Louis. Il l'a dit en meeting à Bordeaux. François Hollande, il veut solliciter davantage l'épargne des Français pour financer une partie de la dette. Est-ce que c'est une piste intéressante? C'est une piste, en tout cas, sur laquelle beaucoup de gens réfléchissent. Mario Monti s'y est mis dès qu'il est arrivé comme Premier ministre. L'idée simplement c'est de moins dépendre des marchés financiers. On ne peut pas traiter les marchés financiers d'adversaires et en même temps de venir leur demander de l'argent. C'est un véritable problème. Et donc on veut faire appel directement à la population. En France, ce n'est pas impossible. C'est que le taux d'épargne en France est très élevé. 17% des revenus. Évidemment, il s'agit des couches aisées, supérieures et non pas des couches très populaires. Mais il y a de l'argent qui est... Le problème, c'est que quand vous vendez de la dette au marché financier, vous faites du marché de gros. C'est-à-dire vous vendez, comme aujourd'hui, 10 milliards. Donc vous vendez 10 milliards directement. Et lorsque vous vendez aux particuliers, vous vendez au marché de détail. Et donc ça coûte beaucoup plus cher. Donc déjà la dette française sera plus chère. Au marché de gros, vous pouvez vendre à du 3% comme on l'a vendu aujourd'hui. Quand vous arrivez sur les particuliers, ça passe par les banques. Il faut les vendre sou par sou et c'est beaucoup plus coûteux. Par ailleurs, les Français ne seront peut-être pas décidés à mettre l'argent parce que même si on le vend plus cher, c'est pas très rentable. Une épargne à 3% sur une obligation d'État à 10 ans. Si on leur dit que c'est l'intérêt général, alors c'est ça. Pour sauver la France. Non, je pense qu'il y a ça quelque part. Un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir et qui dit voilà, donnez-moi des moyens pour essayer de m'éloigner un petit peu des marchés financiers, de ne pas dépendre totalement d'eux et faire appel à l'épargne populaire, ça ne serait pas ridicule. Cela dit, n'oubliez pas que l'État français a besoin de 180 milliards d'euros par an. L'année prochaine, ça sera 220 milliards. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est une bonne idée, Nathalie Arthaud? Moi, je pense d'abord que le problème, c'est qui paye. Qui paye cette dette? Voilà. C'est d'abord, avant de passer au comment, c'est qui doit payer. Il faut quand même qu'on réfléchisse à cette question-là. Et moi, je dis que ce n'est pas aux travailleurs, aux retraités, aux malades, aux classes populaires de la payer, cette dette. Cette dette, ce surplus de dette qui a été contracté sur ces années de crise, elle est exclusivement due au sauvetage des banquiers, au sauvetage des grands groupes industriels, aux multiples cadeaux fiscaux, à ces milliards qu'on a mis sur la table en subventions, en exonération. Donc c'est à eux de payer. Les travailleurs ne doivent pas se sentir redevables de cette dette. Donc aucun sacrifice à faire au nom de cette dette. Vous ne dites pas dans votre programme d'ailleurs qu'il faut ne pas payer la dette. Non, il faut que ce soit effectivement la bourgeoisie, les plus riches qui remboursent. Qui remboursent parce que les travailleurs, quand ils empruntent, quand ils font une dette, mais des fois pour se soigner ou des fois pour payer leurs courses, eh bien eux ils remboursent.
ils sont bien obligés de rembourser. Et parfois, c'est à des taux de 10-15%. Donc nous disons qu'il faut qu'elle soit remboursée, mais par ceux qui ont fait cette dette. Dernière question, nous sommes à J-3 avant le premier tour. Nous vous avons découvert, et les téléspectateurs aussi, durant cette campagne. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette campagne? Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai surtout pu sillonner le pays et je me suis rendu compte que justement l'hémorragie des licenciements c'était de partout. Mais vous-même, pour vous, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai rencontré des travailleurs, des ouvrières, des ouvriers qui avaient la même rage que moi, le même sentiment d'injustice. Alors certes, qui ne sort pas, qui n'explose pas, qui aujourd'hui est impuissante, mais qui s'accumule, voilà. Et ça, je suis convaincue que c'est vrai aux quatre coins du pays. Et toute ma politique, c'est de dire, eh bien, il faut prendre conscience qu'on a la force collectivement. Et Nathalie Arthaud, après cette campagne, elle sera différente de Nathalie Arthaud qui entre en campagne? Pas du tout, non, je crois pas. La même envie justement de changer la société, de militer, de convaincre. C'est la lutte finale. Voilà. C'est la lutte qui continue surtout. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée politique et merci beaucoup Jean-Louis Gombaud pour votre analyse. La suite du 22h avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. À 3 jours du premier tour, Marine Le Pen se serait bien passée de ce nouveau dérapage de son père. Le bonbon se porte plutôt à gauche et il est poilu de la gueule d'habitude. Hein. Ah oui? Bah oui, c'est la mode, c'est la mode musulmane ça, d'être poilu de la gueule. Dans cette vidéo, Jean-Marie Le Pen compare également le meeting de la Concorde de Nicolas Sarkozy avec les rassemblements de Nuremberg. NS, national socialiste. Ah pardon, j'ai cru. Ah bah j'ai cru en regardant la place de que c'était Nuremberg avec NS. Des déclarations embarrassantes pour la candidate Front National. Interrogée lors d'un point presse, elle s'est défilée. Nuremberg, je ne vois pas de quoi vous parlez, je n'étais pas née. Ce soir, Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il n'avait rien à répondre. Passe d'armes entre François Rebsamen et Nicolas Sarkozy sur le cannabis. Le sénateur socialiste propose que la consommation ne soit plus un délit, mais passible d'une simple contravention. Pour Nicolas Sarkozy, c'est irresponsable. Pourtant, selon le maire de Dijon, l'idée n'est pas neuve. En 2003 et 2007, le président candidat s'y était dit favorable. 4 jours après le début de son procès, les déclarations d'Anders Breivik font toujours froid dans le dos. Devant la cour, le tueur d'Oslo a notamment regretté ne pas avoir tué plus. Il comptait, dans ses plans initiaux, assassiner tout le monde sur l'île d'Utøya, ainsi que tout le gouvernement norvégien. L'extrémiste a également détaillé sa préparation du massacre. Il explique avoir appris à contrôler ses émotions grâce à un jeu vidéo. Le Festival de Cannes dévoile son affiche et au programme de la 65e édition, du glamour, de l'audace et du cinéma engagé. La sélection officielle est donc éclectique. Au total, 54 films sont retenus, dont 22 pour obtenir la palme. Début mai, la Croisette attend donc d'anciens lauréats comme Jacques Audiard ou David Cronenberg, mais aussi les stars du grand écran, Marion Cotillard, Brad Pitt et Nicole Kidman. Enfin, c'est la belle Bérénice Bejo qui assurera le rôle de maîtresse de cérémonie pour cette édition. Et comme chaque soir, c'est l'heure de notre série Route de campagne. À 3 jours du premier tour, nos journalistes Marie Brémaud et Fabrice Cunet sont allés à la rencontre des militants du Front de gauche, du Front National, de l'UMP et du PS qui, vous allez le voir, jettent leur dernière force dans la bataille. Ils ont passé la matinée avec ces militants et ça se passe à Nancy. C'est la dernière ligne droite jusqu'à dimanche soir. Ouais. C'est pour leur candidat Jean-Luc Mélenchon, mais surtout pour ses idées que ces militants front de gauche tractent sans relâche depuis des semaines et encore ce matin. Cette campagne 2012, elle est très intéressante puisque on voit qu'il y a des thématiques qui ont été reprises. On n'est plus parti sur l'insécurité, on n'est plus parti sur la peur des Français. On voit que tout ça, ça n'a pas marché. Les thématiques qui pèsent pour les Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est les salaires. Habités, confiants, jusqu'au bout, ils veulent faire de la pédagogie, mais cela ne marche pas à tous les coups. Non, mais je vous le dis, moi de toute façon, moi je suis Front National. Si monsieur s'affirme frontiste, ce n'est pas le cas de tout le monde. Au FN, le tractage reste un exercice difficile. Ça vient de mieux en mieux quand même. Hein. Mine de rien, la situation a beaucoup changé depuis que c'est Marine Le Pen. Mais peu importe le manque d'intérêt de certains Nancéens, les militants FN croient en la vague marine et pensent déjà au coup d'après.
Marine a fait beaucoup pour dédiaboliser, comme on a dit chez les médias, et voilà seulement que ça porte ses fruits. Et je pense que la présidentielle est un premier pas, mais dans 2 mois aux législatives, je pense qu'on va avoir beaucoup de députés. Pour Marthe et ses amis, c'est bien ce dimanche qui occupe leurs esprits. Leur candidat est favori dans les sondages, mais ces jeunes socialistes restent prudents. On a tendance à être dans un état d'esprit positif. Pour autant, on ne crie pas victoire tout de suite parce qu'on a un souvenir de ce qui s'est passé en 2002 par exemple. Donc notre principal combat, là, c'est de faire passer les idées de François Hollande, mais c'est aussi d'encourager les gens à aller voter coûte que coûte. À gauche comme à droite, ce sont bien les abstentionnistes qui retiennent toute l'attention. À l'UMP, on se raccroche aux indécis comme à une bouée de sauvetage. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore pour qui voter. Et ça, c'est à la fois intéressant pour nous parce que ça veut dire que c'est des gens qu'on a encore à convaincre. Mais c'est inquiétant parce que ça fait 2-3 mois que la campagne a bien démarré et que si les gens n'ont pas encore fait leur choix, est-ce qu'on a été à la hauteur, etc. Le décompte a commencé pour tous ces militants. Il leur reste 24 heures pour convaincre. Et nous sommes en direct et en duplex avec notre journaliste Marie Brémaud depuis Nancy. Bonsoir Marie, nous venons de voir votre reportage. L'ambiance chez les militants, forcément, elle est enthousiaste. Mais plus généralement, est-ce que les habitants de la belle ville de Nancy suivent de près cette campagne ? Eh bien Sonia, nous avons croisé aujourd'hui des Nancéens concernés, exigeants, qui attendent des réponses concrètes aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Par exemple, il y a eu cette mère de famille célibataire qui a interpellé les militants du Front de gauche concernant les problèmes de garde qu'elle peut rencontrer, ou bien encore ce retraité qui a interpellé les militants UMP sur la fluctuation de sa pension. On sent bien que les Français ne croient plus aux belles promesses des candidats et qu'ils seront attentifs à ce que le futur président de la République respecte ses engagements, tous ses engagements. À 3 jours du premier tour, Marie, quel est le sentiment qui domine? Est-ce que c'est l'impatience, l'exaspération? Et bien sur les marchés, dans les rues, nous avons croisé ces désabusés de la politique. De nombreux Lorrains n'ont pas hésité à nous faire part de leur désarroi, de leur ras-le-bol, de leur manque de confiance envers ceux qui les gouvernent. Il y a parmi eux des déçus de Nicolas Sarkozy, de probables électeurs du Front National, mais surtout des abstentionnistes. Merci beaucoup Marie Brémaud en direct depuis Nancy. La suite et la dernière page du 22h avec une actualité chargée ce soir autour de la situation syrienne. 4 jours après le déploiement des observateurs des Nations Unies sur place, le ministre des Affaires étrangères français, Alain Juppé, a reçu tout à l'heure 14 homologues du groupe des Amis de la Syrie. Ces chefs de la diplomatie de pays occidentaux et arabes ont estimé que la mission d'observation traverse une phase critique et que Damas n'applique pas ses engagements. Alors cet échec peut conduire à une guerre civile et à un conflit régional, a déclaré ce soir Alain Juppé. On voit tous les détails avec Elisa Bertolomé. Accentuer la pression sur le régime de Bachar el-Assad, c'est la volonté de la quinzaine de ministres des Affaires étrangères réunis cet après-midi autour d'Alain Juppé. Principale proposition, le renforcement du plan Annan. Les États veulent l'adoption d'une nouvelle résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution qui renforcerait le contingent de bérets bleus présents sur place en qualité d'observateur. Pour pouvoir pleinement remplir son mandat, cette force devrait être dotée d'effectifs importants, déployés dans les meilleurs délais, couvrir l'ensemble des zones touchées par les événements. Embargo sur les armes, sanctions financières, interdiction de voyage. Les États-Unis, représentés par Hillary Clinton, sont encore plus sévères. Problème, la Russie et la Chine, toutes deux absentes de la réunion. Depuis le début de la révolte, les deux États refusent de s'impliquer dans le conflit au nom du principe de non-ingérence. Alain Juppé a tout de même tenu à saluer quelques avancées. La position de la Russie a incontestablement évolué. Elle a soutenu la dernière résolution du Conseil de sécurité. Elle est favorable, je vous l'ai dit, au déploiement d'une mission d'observation sur le terrain. Elle n'a pas souhaité s'associer à cette réunion parce que voilà, son format ne lui convient pas, mais c'est son droit le plus absolu. Mais pour adopter une nouvelle résolution, le Conseil de sécurité a besoin de l'accord de tous ses membres. Alain Juppé souhaite que cela soit fait dans les prochains jours. Pour l'instant, la Chine et la Russie ne se sont pas prononcées. On parle de la Syrie ce soir avec notre invité. Il est le directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques, Charles Saint-Pro. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Entré en vigueur il y a 6 jours, le plan de paix de Kofi Annan, on le voit, est régulièrement violé par le régime syrien. Est-ce que selon vous, il a encore un intérêt ?
C'est un plan de paix très modeste qui consiste à envoyer des observateurs sur le terrain qui observeront que le régime syrien continue à tuer sa population. Donc on ne voit pas exactement où cela peut conduire pour mettre fin à ce drame que connaît le pays depuis plusieurs mois et au massacre de cette population qui se révolte contre ce régime qu'elle ne supporte plus. On va le rappeler aux téléspectateurs, il y a donc une trentaine actuellement d'observateurs qui sont sur place en Syrie. Les Nations Unies envisagent ce soir une mission élargie à 300 observateurs pour surveiller donc l'application du cessez-le-feu. Est-ce que c'est vraiment le nombre de ces observateurs qui va changer sur place, parce que c'est important? C'est important qu'il y ait des gens sur place qui constatent les exactions commises, ne serait-ce que dans la perspective future d'un jugement des crimes qui auront été commis. Mais il faut bien voir que ces observateurs ne peuvent qu'observer, que constater et manipuler probablement, ou il y aura une tentative de manipulation par un régime qui, comme le disait le président Sarkozy, est un régime de menteurs et qui a toujours berné la communauté internationale. Ça fait 40 ans que ce régime triche, fait un pas en avant et deux en arrière, c'est dans ses habitudes. Je pense qu'il n'y a rien à attendre de ce régime tant qu'il a le soutien d'un certain nombre de pays importants comme la Russie. Et c'est là que ça se joue d'ailleurs, c'est de convaincre la Russie d'arrêter son aide à ce régime. Oui, mais l'attitude vis-à-vis du régime syrien a, semble-t-il, vous allez me dire si c'est le cas, évolué. Il y a quelques mois, souvenez-vous, les États-Unis, la France et d'autres pays exigeaient le départ de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il peut, en tous les cas momentanément, sauver sa tête et peut-être son régime. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'aperçoit que le régime s'accroche et que la population n'en veut plus, mais qu'il a des forces de répression, des forces militaires, des milices qui font la différence sur le terrain pour qu'il s'accroche. Donc je crois que nous sommes dans une impasse parce que y a-t-il vraiment une autre solution à celle de la fin du régime? Si le régime reste, rien ne va changer, mais je pense que la population, les gens qui se sont révoltés pendant un an, qui ont perdu 15 000 morts, des milliers qui sont emprisonnés, torturés dans les prisons syriennes, des milliers de disparus, des dizaines de milliers de déplacés, ces gens qui ont eu le courage de se révolter contre ce régime qu'ils subissent depuis des décennies, vous croyez qu'ils vont s'arrêter brusquement de se révolter? Je pense que c'est là la vraie impasse. C'est que d'un côté, il y a un peuple qui ne supporte plus un régime illégitime, qui représente une toute petite minorité, et puis un régime qui conserve des forces miliciennes, militaires, avec l'aide de la Russie, il faut le dire aussi. Et nous sommes dans une impasse. Vous dites aussi l'aide à travers des armes, à travers une aide logistique, pas seulement une aide... Il y a une aide militaire, des armes, bien entendu. Il y a une aide diplomatique, c'est que la Russie empêche des résolutions plus contraignantes, et notamment des résolutions qui imposeraient des couloirs humanitaires, et peut-être même des survols aériens, enfin, des choses qui permettrait de mettre fin vraiment à la tuerie. Or, jusqu'à présent, il y a un veto très strict de la Russie qui a un objectif géopolitique que tout le monde connaît. La Russie a toujours eu de l'intérêt pour les mers chaudes, pour la Méditerranée, que la Syrie est son dernier point d'appui en Méditerranée. Et elle a disparu en Libye, elle a disparu en Algérie, elle a disparu un peu partout. Donc le seul endroit où la Russie conserve une base c'est la Syrie. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre dans l'équation aussi. Je crois qu'il faut peut-être discuter avec la Russie de la possibilité de lui assurer une garantie de présence en Méditerranée. Autrement, nous n'en sortirons pas. De lui proposer finalement, vous le dites, peut-être un marché pour lui dire voilà ce qu'il faut faire pour la Syrie, mais en échange, voilà ce que vous auriez comme point d'appui de base jusqu'à présent, la Syrie, autour de la Méditerranée. La Russie n'a aucunement l'intention de lâcher ce qu'elle tient en Syrie, des positions stratégiques en Méditerranée. Et de son point de vue, c'est imparable, c'est vrai. Ce soir, Charles Saint-Pro, les rebelles syriens exigent une intervention armée
peu de chances que cet appel aboutisse. Une intervention armée, on est loin là des couloirs humanitaires, des sanctions, c'est vraiment l'intervention qui est demandée. Ces gens-là sont en train de se faire massacrer, ils ont l'impression que la communauté internationale qui les soutient n'en fait pas assez, et c'est vrai que de leur point de vue, on ne peut pas arrêter le massacre. Ils demandent une intervention armée, laquelle ne pourra pas avoir lieu sans un vote au Conseil de sécurité, sous le chapitre 7. Alors il y a eu une timide avancée en ce sens-là de la part d'Hillary Clinton à la réunion que la France a organisée cet après-midi. Laquelle c'est justement de parler du chapitre 7 qui permet, de la charte qui permettrait une intervention militaire. Mais on sait très bien que l'intervention armée, pour l'instant, se heurtera à un veto très strict de la Russie et peut-être même, on ne sait pas, à une intervention de la Russie. Nous ne savons pas c'est vraiment le scénario ça serait le scénario catastrophe, mais on ne Et sait pas du tout quelle sera la réaction de la Russie. Alain Juppé dit ce soir que cet échec donc, de ce plan de paix peut conduire à une guerre civile, mais il élargit à un conflit régional. Enfin, quels autres pays ça pourrait... Il est gentil, mais la guerre civile, elle existe depuis longtemps. Il est pas seulement gentil, on l'espère. Elle existe depuis bien longtemps, la guerre civile. Ça fait quand même des décennies car ce régime massacre sa population. Lorsqu'il a tué 35 000 personnes dans la seule ville de Hama dans les années 80, il y avait déjà la guerre civile. C'est un régime de guerre civile. C'est un régime qui ne représente pas sa population. C'est un régime de criminels. Mais pourquoi, alors, Charles Saint-Pro, tout le monde doit se poser la question, pourquoi ce régime-là a-t-il plus tenu que le régime tunisien, que le régime libyen? Ça fait plus d'1 an. Il tient parce qu'il a des forces de répression beaucoup plus... N'a-t-il aucun soutien dans la population? Il a la minorité ethnique qu'il représente, et encore pas toute. On a vu une jeune femme qui fait partie de la communauté alaouite qui a été persécutée, torturée et tout ça. Donc il a un soutien de la part des gens qui ont profité de ce régime et qui en ont été les complices. Il a un soutien d'une quinzaine % de la population. Bon, et tout le reste de la population est excédé par ce régime. Mais il y a la terreur. Il faut bien voir que c'est un régime de terreur qui s'appuie en plus sur des milices qui englobe pas mal de miliciens qui viennent d'Iran, puisque ce régime est aussi allié avec l'Iran, ce qui vient compliquer la donne régionale. Il y a une double intervention. Il y a des conseillers russes et il y a des conseillers et des miliciens iraniens qui soutiennent ce régime. Donc sur le plan policier, militaire stricto sensu, il a bien entendu une suprématie totale contre une population civile qui se révolte mais qui n'a pas d'expérience en la matière. Dernière question, ce dossier syrien, si on peut l'appeler dossier, c'est un dossier dont on va hériter le prochain, évidemment, président de la République français, quel qu'il soit, et donc un dossier très chaud, voire explosif, pour une présidence qui débute dès le 6 mai. Oui, c'est un dossier qui est considérablement grave parce que c'est toute la stabilité régionale. On sait très bien que la situation en Syrie aura des incidences sur le Liban, où la France a aussi une politique suivie. Mais je pense qu'il n'y aura pas de changement sur la ligne adoptée par le président Sarkozy sur ce dossier. Enfin, il y aura un consensus de la diplomatie. Si tant est qu'il y a un changement politique en France, ce qui n'est pas encore assuré. Mais je pense que sur ce domaine, quel que soit le prochain président, il devrait y avoir une certaine continuité. Merci. Mais le problème, ce sera de faire preuve de la même fermeté qu'on a fait preuve jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Charles Saint-Pro, pour cette analyse. Je crois qu'il était important qu'on consacre du temps ce soir à la Syrie. On en parle peu depuis quelques jours. On en a parlé ce soir et on continuera évidemment l'analyse dans les prochains jours et semaines avec vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission politique preuve par 3. Je vous souhaite une très belle soirée.